Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Cet épisode a été réalisé au Salon Infirmier. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bonjour à tous et bonjour Marielle. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation au Salon Infirmier. c'est moi qui vous remercie. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît? D'accord. Écoute, je m'appelle Marielle Boissard. Mhm. Donc, je suis infirmière de formation initiale. Et puis, depuis 2019, je suis directrice des soins au CHU de Rennes. Ouais. J'exerce sur un poste partagé, c'est-à-dire que je suis à la fois sur la coordination générale des instituts, donc 14 écoles, instituts et écoles de formation. Et puis, à 30% restant, j'assure la coordination de la recherche en soins, toujours au CHU de Rennes. Voilà. Ah, il va falloir que tu nous en dises plus. Parce Oui. que qu'est-ce qui t'a amené là? Mais avant tout, on commence par une question, c'est qu'est-ce qui t'a amené initialement dans une carrière dans la santé? Qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté vers une voie, vers ta carrière d'infirmière initialement? Écoute, je crois que dès mon enfance, Ouais. j'ai été imprégnée finalement de l'environnement de la santé. Pourquoi? Parce que j'ai eu plusieurs proches dans ma famille qui ont eu des problèmes de santé. Voilà, des problèmes de santé qui ont nécessité des traitements lourds, des accompagnements au long cours. Et puis, j'ai été moi-même longtemps hospitalisée suite à un accident à l'âge de 8 ans. D'accord. Voilà, donc je crois que j'ai pris le temps d'observer finalement les soignants. Et puis, j'ai été attirée par cet environnement parce que il y avait plusieurs choses. Déjà, il y avait la partie travail d'équipe ou un climat de travail que je percevais moi très ambiance sympa, voilà, entre les collègues. Il y avait beaucoup d'interactions entre eux. Et puis, parce qu'il y avait la dimension soignante avec toute l'attention portée aux patients par les infirmiers, mais par l'ensemble des équipes de soins, en fait. Et puis en même temps, j'ai aussi été baignée par les valeurs soignantes parce que dans ma cellule familiale proche, des soignants présents, voilà, infirmiers et médecins. Donc, cette culture du soin, finalement, elle résulte de ces différentes expériences-là, que ça a été dans le domaine hospitalier, que ça a été dans le domaine du libéral ou de la santé au travail également. D'accord. Donc, je pense que ça a dû orienter mon choix. T'es tombé dans la marmite, quoi. Un petit peu, voilà. Après, durant la scolarité, un attrait aussi pour les matières plutôt scientifiques, les sciences de la vie, de la terre. Alors, bien que dans mon parcours, en tant qu'adolescente, j'ai un petit peu bifurqué, parce que je faisais de la danse classique. Et à un haut niveau, j'ai été assez poussée, puisqu'on m'avait demandé de passer le concours à l'école à l'Opéra de Paris. À l'Opéra de Paris. Voilà, pour laquelle j'avais été intégrée. Donc, c'est devenu une passion à un moment donné où je voulais en faire mon métier. Et puis, c'est difficile, il y a peu d'élus dans la danse classique, il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus et puis en fait, c'est un travail qui demande beaucoup de rigueur. Voilà, on retrouve beaucoup de valeurs soignantes. Il y a des valeurs communes. C'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve qu'il y a des liens finalement très forts. Et c'est vrai que ça a été un échec quelque part parce que finalement, il m'avait dit on vous laisse rentrer parce qu'il y a le potentiel. Par contre, j'étais sur une période probatoire de 3 mois parce qu'il fallait que je gagne 1 centimètre. Il y a des standards physiques très précis aussi. Et puis, j'ai pas pris ce centimètre dans les 3 mois, donc on dit au revoir. Voilà. Pour être danseuse classique, il faut faire 1m75 et 45 kg, si tu veux. Donc les 45 kg, j'en suis pas loin. Mais 1m75, j'en suis très loin. Voilà. Ouais, c'est un peu malheureusement, et il y a des standards. Voilà, donc du coup, je suis vite revenue au domaine de la santé. Et puis, après avoir fait un bac scientifique, je me suis inscrite en institut de formation. Voilà, donc à l'IFSI de Périgueux. Qu'est-ce que je peux dire? Durant ma formation, je faisais des vacations d'aide-soignante aussi, ce qui a conforté mon choix. Parce que... Et du coup, est-ce que tu as gardé, enfin, j'allais dire du sport, parce que pour la danse, c'est du sport, mais il y a bien évidemment un volet artistique, mais est-ce que ces valeurs du sport, j'imagine que tu les as gardées, qu'elles t'accompagnent encore aujourd'hui? Comment ça a influencé ta carrière? Comment ça a influencé ma carrière? Justement, par rapport aux valeurs qu'on retrouve dans le sport, j'estime la solidarité déjà.
Parce que même si la danse classique, c'est plutôt un sport individuel, hein, enfin un sport ou un Ouais, art individuel, mais quand on est après dans un ballet, dans un groupe ou une troupe, il y a cette dimension collective bien sûr. qui est primordiale. Donc on retrouve l'esprit d'entraide, de solidarité, le Ouais. travail d'équipe, la cohésion de groupe Mm. finalement, qui sont aussi Ouais. transposables hein, dans le Et puis métier la rigueur, parce que la danse d'infirmier. classique, c'est quand même l'école de la rigueur. La rigueur, ouais, C'est au millimètre, hein. c'est vrai. C'est au millimètre. C'est vrai. Donc, la rigueur, Mm. c'est aussi une aide, effectivement, pour Mm. pouvoir être dans un exercice Mm. professionnel qui soit conforme aux normes et aux règles. Ah, ouais. Voilà. Donc, ça, c'est important, mais qui n'empêche pas toute créativité. Ah, bien Parce sûr. que voilà, dans la danse Mm. classique, il y a aussi une part de l'attitude Ah qui est bah, laissée et de créativité. bah, heureusement, hein. Ouais. Heureusement. Et du coup, comment tu as vécu tes études d'infirmier? Comment ça s'est passé? Bah écoute, moi, ça s'est très bien passé. Mhm. Une diversité des stages Oui. qui m'a permis de côtoyer différents secteurs d'activité. Mhm. Alors, comme je le disais, bon, j'ai aussi fait des vacations Ouais, d'aide-soignante pour financer les bien études, sûr. hein, voilà, parce que, C'est parce ben, que voilà, oui, il bon, y je a ce pense qu'on est beaucoup côté, à l'avoir fait parce hein, qu'il fallait bien manger. mais ça a été gagnant-gagnant puisque ça a Mhm. permis aussi de découvrir différents environnements Bien sûr. et après peut-être de mieux affiner le choix que j'ai fait par la suite Mhm. dans mon parcours quand j'ai Ouais. été diplômée Ouais. infirmière. Parce qu'une fois diplômé, pardon, t'as commencé à travailler où? Alors, je suis restée sur le centre hospitalier de Périgueux. Ok. Et alors, j'étais pas encore tout à fait posée sur la discipline Mhm. ou l'exercice que je souhaitais. Donc, je suis allée sur le service du pool. Ok. Ouais, À l'époque, on appelait ça le pool, donc ouais, mais service voilà, de c'est un compensation. service polyvalent où tous C'est les ça. jours, enfin, ou par période, on affecte des Ouais, services différents ouais, et du coup, on remplit les missions de chaque service. Ouais. exact. Et c'était un pool très large hein, parce Ouais. qu'on on devait intervenir, que ce soit en long séjour, en court séjour, Mhm. en santé mentale. Ouais. Donc, pour ma part, voilà, j'ai pu avoir cette approche-là Mhm. et j'ai plutôt été attirée alors, par deux secteurs qui sont les urgences Ouais. et puis la chirurgie. Donc, D'accord. après mes 7 années d'exercice clinique, Mhm. elles se sont surtout déroulées dans ces secteurs-là, Ouais. où j'ai terminé en service de chirurgie. Mhm. Et Chirurgie, quel type de alors, chirurgie? chirurgie générale, Générale, ok. et puis après, plutôt, c'était quand même assez large, puisqu'on Ouais. faisait du digestif, de la gynéco, du viscéral et de l'endocrinien. Ah ouais, ok. Pas d'ortho. Non, Pas, ok. non, non, non. Euh, L'ortho, j'y avais été en poule, voilà, sur ok, ouais. des remplacements ponctuels, Mhm. mais j'y ai pas été sur un temps long, en tous les cas. Qu'est-ce qui fait que finalement, dans ton activité clinique qui a été d'une dizaine d'années, tu as quand même changé du coup entre le pool où tu changeais presque à la semaine, Ouais. voire même certaines fois le jour, j'imagine, puis aux urgences, puis en chirurgie. Il y a beaucoup de mouvements. Hum Qu'est-ce qui déclenchait ces mouvements? Qu'est-ce qui faisait que tu avais envie de changer, d'aller voir ailleurs? C'est quoi qui t'attirait? Bah, déjà, moi, c'est alors, j'ai besoin de changer Hmm. régulièrement, voilà. Ok. Non pas que je fasse rapidement le tour de la question, parce Ouais. qu'on fait jamais Mhm. tout le tour, mais j'ai besoin de me donner certains challenges, des Ouais. nouveaux défis quelque Mhm. part. Et puis, entre les urgences et la chirurgie, c'était aussi de voir une continuité de parcours, De prise en parce que charge. ouais, de Hmm. prise en charge pour les Hmm. patients. Parce que, alors je me suis éclatée hein, en Ah ouais, service ouais. des urgences. Mais bon, après, il y avait cette opportunité de poste qui s'est Qui s'est offerte. libéré. Hmm. Voilà. Avec un poste, alors sur la chirurgie, oui, c'est ça aussi qui m'a Hmm. amené, c'est qu'il y avait une mission dédiée sur l'encadrement des étudiants. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, Ouais. déjà à l'époque, on Hmm. n'était pas au tutorat, hein, parce que c'était dans les années 2005. Hmm. Donc, on n'en parlait pas trop, mais sur la structure, il y avait une attention particulière à Ouais, l'encadrement des étudiants. d'accord. Et donc, il y avait 20% Hmm. dédiés. Donc, voilà, j'ai Ah. investi cette mission aussi Hmm. par rapport à cet aspect-là. Tu avais une formation spécifique au tutorat, au Pas mentorat du ou tout, pas du tout? non. Juste une volonté, C'était une c'est ça? appétence. Ouais, ouais, Une appétence. Et puis, je travaillais toujours avec l'Institut de formation. ok. Aussi, ils avaient mis en place une commission des stages. Ils Mhm. appelaient ça une commission des stages pour renforcer les liens entre les formateurs et puis les milieux cliniques. Et donc, on se rencontrait tous les 3 mois environ. Mhm. Voilà, on Ah ouais, parlait. du coup, tu coordonnais avec les écoles les stages des infirmiers et tout. Bah, en Ouais, fait, c'est ouais, vraiment un lien de relation, quoi. Tu faisais c'est le ça. relationnel, la Ouais, communication. ouais, Non, ouais, mais tout à super fait. intéressant. Super bon.
Et tu t'es formé après, a posteriori, à l'encadrement, enfin, je pose la question, mais je sais que la réponse est oui. Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, parce qu'en fait, j'œuvrais de manière totalement empirique. Ouais. Et donc, après, je me suis formée avec l'Institut de formation qui proposait des formations d'encadrement. Voilà, donc pour approcher la dimension pédagogique, les outils qui pouvaient être aussi adaptés pour les stagiaires. Voilà, donc c'est par cette voie-là. Et puis, j'ai voulu encore changer puisque j'ai souhaité ensuite évoluer vers une fonction de cadre. Alors, c'est vrai que je ne tiens pas forcément toujours en place, mais avec cette activité-là, j'étais aussi engagée au niveau de la commission des soins infirmiers. D'accord. Et dans des groupes de travail. Déjà assez tôt en fait dans ta carrière, Ouais, tu t'es engagé pour des missions spécifiques, particulières. Ouais. Dès le début, j'avais besoin en fait de voir ce qui se passait aussi en dehors des services cliniques dans lesquels j'évoluais. Donc des groupes de travail qui ont porté sur le dossier patient, sur les transmissions ciblées. Il y avait aussi vaste sujet, hein, les transmissions. Ouais. Il y avait quoi? La mise en place également de la première certification des établissements de santé avec le référentiel ANAS à l'époque, avant la HAS. Je ne savais pas que tu avais fait ça aussi, d'accord. Et puis l'encadrement des étudiants. Et j'avais cette volonté aussi d'être plutôt dans l'animation de projet, dans la conduite de projet, tu vois. Donc tu avais envie de garder quand même un pied sur le terrain et Ouais. Et du coup, c'est ce qui m'a amené à accepter un poste de faisant fonction cadre en service de chirurgie où j'étais. D'accord. Ça aussi, ça a été un challenge, hein, parce que passer d'une posture d'infirmier à management de l'équipe, à l'encadrement, dans lequel l'équipe t'a accueilli et t'a formé aussi quelque part. Et puis, voilà, donc ça a été l'occasion, après de partir faire l'IFCS à Pau. L'Institut de formation des cadres de santé, l'Institut, pardon, oui, l'Institut de formation des cadres de santé. Ça fait partie de mon travail. À Pau, j'avais choisi Pau, j'en avais eu plusieurs, mais Pau avait dans son projet pédagogique une dimension formation et éducation plus poussée. Ok. Voilà, donc c'est ce qui m'a orientée dans ce choix-là. Donc tu avais déjà une vraie volonté du coup, enfin de poursuivre l'encadrement et l'accompagnement des professionnels. Absolument. Et à l'issue de la formation, donc, je suis revenue à Périgueux sur l'Institut de formation en tant que formatrice. Voilà, avec un petit pincement au cœur quand même de laisser la partie clinique, parce que j'ai toujours eu cette volonté, déjà à l'époque, j'étais dans l'idée de vouloir développer des postes partagés, partagés entre la clinique et puis les instituts de formation, parce que je trouvais que c'était important pour renforcer les liens et quelque part la légitimité aussi de la posture du formateur. Bon, ça c'est un problème que nous remontent souvent les étudiants ou les IFSI ou même les formateurs eux-mêmes, c'est que finalement, quand tu as quitté le terrain depuis 3, 4, 5, 6 ans, et tu n'es plus tout à fait pertinent, ça te demande de te remettre en question. Alors même si tu gardes un lien avec les équipes d'encadrement, mais le fait est que la technique pure du métier qui évolue à une vitesse qui est incroyable, et on est forcément un peu de moins en moins en lien avec tout ça, quoi. C'est une vraie problématique. Donc la bi-appartenance aurait pu être une solution très clairement. Clairement. Donc voilà, déjà à l'époque, j'étais dans cette perspective-là. Et puis, on verra peut-être un petit peu plus tard qu'on est en train de porter aussi ce projet au niveau du CEFIAC actuellement. Parce que là, tu nous le dis avec un grand sourire, mais du coup, j'imagine que quand tu as dû poser ça sur la table il y a quelques années, tu as dû prendre quelques portes. Ah oui, j'étais pas. Non, on ne m'entendait absolument pas. C'était assez cloisonné. On ne pouvait pas être et en formation et dans un environnement clinique. C'était pas concevable dans les représentations. Je ne sais pas pourquoi. Alors que depuis toujours, ça se fait pour les médecins, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Ça a évolué depuis et on voit que maintenant, il y a des jalons qui se posent pour évoluer. De toute façon, je pense que malheureusement, avec la baisse de l'attractivité du métier, avec des soignants qui sont de plus en plus fatigués, je pense que la bi-appartenance, ça peut être aussi une solution pour garder des soignants de terrain et qui développent d'autres compétences et qui vont être utiles au terrain, au final. Absolument. Donc, je pense que... Alors, c'est triste, mais je pense qu'on va arriver parce qu'il n'y aura pas d'autre choix et à un moment, il va falloir la décréter. Absolument. Et justement...
Alors, je ne sais pas si c'est dans le fil conducteur de Non, mais l'entretien, mais il n'y a pas de fil conducteur. d'accord. C'est ton entretien, on fait ce que tu veux. Ok. Par rapport à ce sujet, cette question-là, on travaille au niveau du CEFIEC. Donc, je suis aussi actuellement vice-présidente au niveau du CEFIEC, qui est le comité d'entente des formations infirmières et cadres. Et qui œuvre en fait pour pouvoir faire évoluer les dispositifs de formation. Et comme on est dans un contexte d'universitarisation, la question des formateurs et des cadres de santé formateurs s'est très vite posée en termes de devenir. Voilà. Leur préoccupation, c'était mais qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on a les standards universitaires pour pouvoir voilà, rester dans la formation? Donc, on a mis en place avec une collègue, Isabelle Bayle, un collège des cadres de santé formateurs pour travailler cette question-là à partir de l'analyse de l'activité, en faisant parler les formateurs eux-mêmes et voir quelles étaient leurs activités d'aujourd'hui et comment on pouvait les faire évoluer vers un statut pour répondre à un statut universitaire. Et répondre à un statut universitaire. Bon, je vais pas faire la totalité du groupe de travail, mais les résultats, en tous les cas, on arrive à la proposition de profils de formateurs qui sont différents, complémentaires. Et alors, il y a les formateurs mono-appartenants universitaires actuellement, qui sont nécessaires pour pouvoir faire évoluer la discipline et puis structurer une filière licence, master, doctorat. Et il y a des profils autres en poste partagé qui soient partagés entre institut de formation et clinique. Institut de formation et université. Université et clinique. On voit un panel voilà, qui s'offre et qui s'ouvre possiblement dans ce domaine. Donc, la question de la bi-appartenance, elle est fortement centrale, même si elle n'est pas autorisée au niveau de notre section CNU, Conseil national des universités. Mais en tous les cas, il y a une volonté des populations, des acteurs d'y arriver. Ce serait une vraie plus-value en vérité, de pouvoir créer ces bi-appartenances et je pense que ça délivrerait énormément de valeur aux étudiants de demain. Donc c'est absolument. Bon courage, parce qu'on va en avoir besoin, c'est une certitude. Oui, mais oui, c'est tant mieux qu'il y ait des gens qui pensent et qui essayent de faire bouger les choses et de faire bouger les lignes. Parce que on sait que c'est long, on sait que c'est difficile, mais il faut garder la motivation et le dynamisme. Et franchement, c'est un super projet et je ne peux que soutenir à 1000%. Non, mais en plus, votre comité, il a la vraie envie de refaire du lien aussi entre les différentes formations, soit de cadres et infirmiers. Parce que je pense que c'est un des enjeux aussi aujourd'hui. On se forme tous de notre côté et après on nous dit travailler ensemble. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à refaire les liens entre chacun des professionnels de santé. Et ça passe par la formation initiale aussi. Absolument. Et ça, c'est un véritable enjeu qui est porté par les expérimentations universitaires aussi qui sont en cours avec cette volonté justement de former ensemble des étudiants. Pourquoi? Pour développer une culture commune, finalement, de travail, apprendre à se connaître déjà dans le champ et le périmètre de ses compétences. Et puis également pouvoir parler le même langage. Parce qu'on est là tous pour le patient. In fine, c'est pouvoir délivrer la qualité des soins aux patients. Donc, l'enjeu de l'interprofessionnalité, c'est effectivement quelque chose d'important. C'est une des clés aussi, Et donc là, du coup, tu me dis que tu rentres à l'école des cadres en tant que cadre pédagogue. Comment tu vis ce nouveau métier? Parce que c'est totalement un nouveau métier. Oui. Alors, ce nouveau métier, donc, je l'avais exercé en tant que faisant fonction en management d'équipe en unité de soins. Et là, pour le coup, une fois diplômée cadre, j'ai été sur des fonctions de formatrice à l'IFSI de Périgueux. Et ensuite, j'ai muté à l'IFSI d'Aubagne. Mon conjoint était muté, donc j'ai suivi. Comment je l'ai vécu? J'ai adoré déjà la relation avec les étudiants. De pouvoir les accompagner, partir d'eux, de leurs besoins, pour les faire grandir quelque part, les aider à construire une identité professionnelle, les faire évoluer. C'est très riche de voir les parcours des étudiants dans ce sens-là. J'ai continué bien entendu avec des visites de stage à garder ce lien avec les professionnels des milieux cliniques.
Je suis revenue à un moment donné à ma première passion qui était les urgences. Donc, en devenant formatrice GSU, donc GST soins d'urgence. Ouais. Voilà. Et là, ça a été la mise en place d'une pédagogie encore plus active, hein, je trouve, auprès des étudiants, avec le début de la simulation également. On a commencé à rendre des choses plus concrètes. Hein, C'est pour ça. Les... On les a rendues vraiment beaucoup plus accessibles et concrètes en termes d'appropriation des apprentissages techniques et non techniques. Et puis, il y avait aussi ce référentiel de 2009, le référentiel de formation infirmière qui est arrivé. Et là, ça faisait pas longtemps que j'étais formatrice, mais j'ai eu le besoin d'évoluer et de me tourner vers des études universitaires pour pouvoir réfléchir sur mes pratiques, l'approche compétence qui était émergente et que je voulais approfondir. Donc, je me suis engagée sur temps personnel et sur financement personnel, d'abord en master recherche internationale en sciences de l'éducation et de la formation. Et durant ce master, j'ai travaillé notamment sur le référentiel de formation infirmière en tant que levier de professionnalisation des étudiants. Et de suite, ça m'a donné envie de poursuivre en thèse doctorale, donc à l'université de Rouen. Où là, j'ai travaillé sur la formation infirmière en tant qu'ingénium dans l'organisation, dans la professionnalisation des organisations. Et également dans la visée un petit peu réciprocitaire de professionnalisation entre l'étudiant et le formateur. D'accord. Voilà. Donc, vaste sujet encore, hein? Comment? Vaste sujet. Vaste sujet également. Et donc, cette thèse... Tu te facilites pas tellement la vie, hein? Ce que je remarque depuis le début, c'est que tu mets toujours les doigts là où il y a des vrais enjeux et des vraies problématiques. Hein. Oui, mais c'est aussi l'intérêt pour pouvoir évoluer, faire avancer la profession, parce que le but ultime, c'est ça le moteur à la base. Contribuer, voilà. De contribuer à la promotion de la profession, faire évoluer les sciences infirmières, puisqu'on a la chance maintenant d'avoir une section CNU spécifique. Une vraie. Et je pense que ça va faire partie de la reconnaissance du métier aussi. Et ça œuvre aussi, puisqu'on sait bien qu'un métier, dans la sociologie des professions, il est reconnu, notamment s'il a une dimension académique et donc une dimension universitaire. Donc voilà, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais m'inscrire dans ce parcours universitaire. Et j'ai eu la chance, notamment lors de ma soutenance de thèse, d'avoir une des rapporteurs qui était professeure en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Et donc de pouvoir ancrer, réfléchir encore davantage à comment on pouvait structurer la discipline. Est-ce qu'elle t'a accompagnée particulièrement? Non. Par contre, elle ne m'a pas accompagnée, mais j'avais eu des échanges avec elle parce que quand on rentre en thèse, là aussi, c'est pareil. On se dit, il y a une thèse à écrire, mais il n'y a pas que ça. Un doctorat, c'est intégrer un laboratoire de recherche, donc avec une équipe, parce que les recherches, ça ne se fait pas tout seul, c'est aussi en équipe, avec tous les échanges et la richesse des interactions que ça génère. Et puis, c'est aussi commencer à valoriser ses productions, sa recherche, que ce soit en communiquant, dans des congrès, dans des journées scientifiques ou en publiant voilà, dans des revues professionnelles et des revues scientifiques. Il y a aussi cet éventail-là à investir quelque part, tu vois. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer par cet intermède-là différents professionnels, notamment à l'international, et des collègues des sciences infirmières outre-mer qui m'ont donné encore plus envie de continuer. Quand on regarde comment ils sont dynamiques outre-Atlantique au niveau de la recherche, et puis c'est vraiment très intéressant, ils ont plein de choses et je pense que, en tout cas au niveau de la recherche, il faut qu'on aille s'inspirer de ce qu'ils font là-bas. Envoyons pas nos chercheurs là-bas parce qu'on en a besoin chez nous. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent et ça c'est un peu dommage. Donc restez chez nous. On vous aime bien. Parce que c'est vrai que je pense que pour un chercheur là-bas c'est l'Eldorado. Hein, mais on en a besoin aussi chez nous et du coup, tout ça pour dire qu'il faut qu'on s'inspire de ce qu'ils font, de la créativité qu'ils ont, des amplitudes de recherche qu'ils ont parce que vraiment on a l'impression que j'allais dire c'est nos limites, c'est pas vrai bien évidemment qu'il y a des limites, mais vraiment ils sont très très proactifs et ils font vraiment avancer la science pour de vrai. C'est clair.
c'est clair. Donc, c'est une source d'inspiration incroyable, Ouais. avec bien sûr l'adaptation aussi de nos organisations par rapport à notre propre contexte. Parce Bien qu'on sûr. sait bien que le système de santé, le système de formation en France n'est pas le même Ouais. qu'au Canada. Canada. Mais voilà, on a quand même beaucoup de choses Ouais. à réinvestir, et notamment dans la dimension recherche. Ouais. Alors ça aussi, c'est un pan qui me parle et qui me tient à cœur énormément. On a eu Flavie Barret sur le podcast, qui est responsable de la recherche, Ok. à Foch, du coup. À Foch, Ouais. très bien. Donc oui, non, c'est aussi, je pense que ça fait, comme je disais avec elle, je pense que c'est vraiment un des leviers pour la reconnaissance du métier et pour les innovations de demain. Absolument. Oui, il faut promouvoir la recherche aujourd'hui en sciences infirmières, il n'y a aucun doute. Oui, et puis ça permet aussi aux professionnels de pouvoir s'ancrer dans des données scientifiques qui sont bien présentes, et donc de faire évoluer les pratiques professionnelles, voilà, avec toutes les évolutions nécessaires. Donc c'est vraiment indispensable, la recherche en soi. On est bien d'accord. Et du coup, comment est-ce que tu retournes à l'hôpital en tant que DSI, du coup? Ouais. Tu as dû te former, j'imagine, entre-temps pour retourner. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que après, pareil, une fois que j'ai été cadre, le doctorat réalisé, tu t'es dit, il me faut un peu de nouveauté. Oui. J'ai d'abord passé cadre supérieur en tant qu'adjointe à la direction. Donc là, ça a été. Mais du coup, tu es retourné dans un établissement pour être cadre sup? Comment? Tu es retourné dans un établissement à Rouen? Alors non, j'étais toujours à Aubagne, parce que en fait, j'ai fait mon doctorat à Rouen parce qu'il était à distance, même s'il y avait une fois par mois des regroupements avec le laboratoire de recherche. Et ça me permettait de continuer à travailler à temps plein, si tu veux, sans gréver l'organisation de l'établissement. Voilà. Donc, une fois que j'ai été thésée, les instituts ont reconnu quand même l'intérêt aussi, parce que je menais des recherches sur les étudiants en même temps et envoyais la plus-value. Donc, j'ai eu un temps dédié à 20% également sur la recherche. Et comme j'ai évolué vers un statut d'adjoint à la directrice, j'ai aussi intégré finalement des groupes de travail à l'échelle régionale et nationale auprès des tutelles, ce qui m'a amené à un moment donné à me dire, mais moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et finalement d'œuvrer, d'être plus proche des organes de décision. Donc, c'est pour ça que, après, le challenge suivant, ça a été le HESP, l'École des hautes études en santé publique, pour devenir directeur des soins. Voilà, donc là, on est en 2018. Et 2019, j'ai intégré directement le CHU de Rennes sur mon poste actuel. Et du coup, le quotidien de directeur des soins aujourd'hui, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Donc là, c'est pareil, je suis sur un poste partagé. Donc, sur la partie coordination générale des instituts, je suis au niveau du GHT, du groupement hospitalier de territoire de Haute-Bretagne, donc qui comprend 14 écoles et instituts sur le CHU de Rennes et sur le CH de Fougères. Avec différentes écoles. Donc, on va du niveau IFAS pour les aides-soignants, j'ai des ambulanciers, un CEFAM, un centre de formation aux assistants de régulation médicaux, des accompagnants éducatifs et sociaux. Après, on est plus au niveau licence avec des infirmiers, donc 2 IFSI et un IFMEM, c'est-à-dire pour les manipulateurs en électroradiologie médicale. Et puis après, c'est des écoles plutôt niveau master ou assimilé. Donc, c'est les spécialités infirmières, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, infirmier les puéricultrices. J'ai les cadres de santé et puis l'école de sage-femme. Donc, et c'est toi qui chapeaute tout ça. Voilà. Donc là, l'émission du directeur des soins, c'est vraiment d'être dans le pilotage stratégique déjà, en lien avec l'établissement de santé support qui est le CHU de Rennes, pour être en adéquation avec le projet d'établissement. Le projet territorial qui est lui porté par les tutelles, le conseil régional et l'ARS, l'agence régionale de santé. Donc c'est vraiment piloter un projet stratégique de territoire. Après, je dirais, il y a une grosse dimension management. L'animation des équipes dans les projets pédagogiques à mettre en œuvre. Et à l'heure d'aujourd'hui, le management, il est hyper important en termes d'accompagnement au changement. Bien sûr. Avec l'universitarisation. Et puis, il y a une dimension coordination des dispositifs de formation pour être dans une logique d'interprofessionnalité.
Voilà, je dirais les trois gros axes, ils sont là. Des gros enjeux, ouais. Ouais, en sachant que le projet, le pilotage stratégique, il est aussi dans les dimensions financières, politiques, avec les partenaires, avec les tutelles. Voilà, parce que c'est aussi l'opportunité de développer vraiment des partenariats, ce qu'on fait aussi avec Ascoria, qui lui est plus sur les métiers du social. L'IFPEC, qui est un institut privé pour les métiers de la rééducation. Voilà, pour travailler et porter des projets ensemble. Et puis, je reviens à l'université, qui est aussi un partenaire majeur dans nos évolutions de formation. Donc ça, c'est le premier volet de ma fonction actuelle. Et le deuxième, c'est la dimension de coordination de la recherche en soins, où là, je suis dans l'équipe de direction de coordonnateurs généraux des soins. Donc, on travaille ensemble. Je travaille beaucoup en lien avec la direction des ressources humaines, la direction recherche-innovation, la direction communication, pour définir une politique qui permette d'implémenter la recherche dans les environnements cliniques. Et ce qui a été l'occasion, et ça, je trouve que c'est important parce que il y a un portage institutionnel qui est majeur pour pouvoir développer cette recherche en soins. Et on a pu ensemble créer une équipe d'appui à la recherche en soins depuis 2022, avec 4 personnes, 4 professionnels, donc sur 2 ETP dédiés. Voilà, donc j'anime cette équipe, cette première équipe, et une deuxième équipe que l'on a créée aussi au niveau du CIC, donc du Centre d'investigation clinique, INSERM, de l'Université de Rennes, dont je dépends. C'est mon laboratoire de rattachement aujourd'hui en termes de recherche. Et on a pu créer une équipe aussi en 2022 qui est apparemment la première équipe en France de recherche paramédicale au sein d'un CIC. Donc là, j'ai aussi 20 professionnels paramédicaux dans cette équipe. Donc voilà, l'animation. Alors, ils ne sont pas à temps plein, mais ils ont du temps dédié. Voilà, on a défini les thématiques de cette équipe en 3 axes. Alors déjà, par rapport, je dirais, aux forces en présence des professionnels qui étaient porteurs de projets de recherche dans la structure, et puis par rapport aux besoins sur le territoire. Donc, on a 3 équipes, enfin sous-équipes thématiques. Il y en a une qui est sur les soins de rééducation, réadaptation, une qui est sur les soins critiques et une autre sur santé et territoire. Voilà. Santé publique, voilà, soins primaires, santé publique, versus aussi un des enjeux que je trouve majeur aujourd'hui dans la vision de la santé, c'est aussi développer la santé populationnelle et puis le partenariat patient. Toi, du coup, il y a un œil assez sur la recherche. Est-ce que du coup, tu as fait des changements dans les écoles que tu chapeautes? Parce que moi, je pense qu'un des besoins sera d'intégrer une formation initiale pour une initiation ou un accompagnement à la recherche. Comment tu as fait le lien entre les deux? Est-ce que c'est assez beau? Oui, ça a toujours été depuis le début un de mes projets dans les écoles dans lesquelles je suis passée. Parce que c'est vrai que, alors, avec l'Académie des sciences infirmières, dont je suis la vice-présidente aussi, on avait fait un état des lieux. On avait fait un état des lieux de l'enseignement, de la recherche dans les instituts de formation. Ce qui a été l'occasion de voir qu'il y avait une grande hétérogénéité dans les approches, dans les niveaux qui étaient attendus, dans les supports méthodologiques et les ancrages épistémologiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les références finalement des théories auxquelles on se rattache. Bref, on voyait qu'il y avait un enjeu quand même d'harmonisation quelque part. Et puis surtout, en regardant à l'échelle européenne, il y avait eu un travail de fait au niveau européen, un projet tuning. Ce qui me génère autant d'énergie, c'est d'être là au service des patients, au premier abord, et puis d'apporter une petite pierre à l'édifice, à la profession infirmière, que je trouve est une profession remarquable quand on regarde et qu'on se penche dans l'histoire, sa construction. Voilà, c'est une profession qui a fait beaucoup de sacrifices. Et justement, pour ma part, donc ayant réalisé un doctorat, voilà aussi avec certains sacrifices, je ne souhaite pas que ça perdure. Et c'est trouver les leviers aussi pour que les professionnels d'aujourd'hui puissent
entrer dans ce type de parcours s'ils en ont envie, si ça les intéresse, mais en les accompagnant, c'est-à-dire en leur donnant les conditions qui peuvent leur permettre de réaliser des projets de recherche au mieux. Donc, du temps dédié, voilà. Et puis, un accompagnement financier qui est également primordial dans les démarches. Donc, c'est un peu tout ça, je crois, qui m'amène à continuer ces challenges-là. Pour in fine, je pense que l'enjeu aussi, il est de pouvoir arriver à affirmer totalement notre discipline en sciences infirmières en France et d'arriver à structurer notre filière LMD, comme je le disais tout à l'heure. Là, c'est créer des masters en sciences infirmières, c'est la première étape. Mais après, au final, des doctorats, des écoles doctorales, des chaires de recherche en sciences infirmières, en perdant pas de vue. Alors, quand je parle des sciences infirmières, c'est toujours contribution aux patients, mais dans une contribution collective, interprofessionnelle et interdisciplinaire. La discipline, elle a besoin de se singulariser, mais en interdisciplinarité, donc en travaillant les différents champs communs au bénéfice finalement de la qualité des soins aux patients. Alors oui, je pense à une anecdote qui traduit, à mon sens, relativement bien le fait de dédramatiser l'approche de la recherche en soins et puis d'être dans une considération positive des personnes. Je prends l'exemple d'une infirmière qui s'appelle Claudie, que j'ai rencontrée à ma prise de poste au CHU de Rennes. Donc, cette infirmière, elle est titulaire d'un DU en hypnose. Elle est venue me voir et elle me dit, j'ai un sujet de recherche. Alors, c'était sur l'impact de l'auto-hypnose chez les patients lors de leur réflexion de pansement, chez les patients amputés des orteils. Mais elle me dit, mais moi, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de master et encore moins de doctorat, donc je ne vais pas pouvoir y arriver. Et c'est là qu'on voit l'importance des dispositifs d'accompagnement à mettre en place dans les structures, parce que déjà, elle a pu suivre des formations qu'on a créées. On a pu la mettre en relation avec des personnes ressources, la direction recherche-innovation, par exemple. Et aujourd'hui, elle a déposé son projet, son étude, qui s'appelle Modupa. Donc pour modification, que je ne dise pas de bêtises, c'est modification de la douleur lors des soins de pansement des patients amputés par l'auto-hypnose. Et elle est en phase d'inclusion, elle a hyper bien avancé et elle fait aujourd'hui partie de l'équipe d'appui à la recherche en soins. Tout ça pour dire que voilà, faire de la recherche, c'est pas être obligatoirement titulaire d'un master ou d'un doctorat. Voilà, l'équipe, elle est composée de profils diversifiés et elle accompagne au même titre que ses collègues d'autres professionnels de l'idée de recherche jusqu'à la publication. Il faut des docteurs, mais après, l'approche de la recherche, elle peut être faite par tout infirmier qui a envie de s'investir aussi en tant qu'investigateur. En tout cas, merci. Merci beaucoup à toi. Oui, vraiment, pareil, c'est partagé. À très bientôt. Au revoir.